Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Première chose, on voulait remercier à tout le monde, à la fondation, au Fonds de dotation Quartus, à la Maison de l'Architecture pour avoir cet espace, pour cette présentation. On est avec notre équipe, notre chère équipe de Plan Commun aussi. Il y a des maîtrises d'ouvrage aussi dans l'audience. Et cette présentation, on va le faire avec, comme c'était l'introduction, on va le faire avec Kim et Nissim, que ça va être la première fois qu'on va être les trois ensemble, que c'est déjà super, super intéressant pour nous. Et comme vous regardez déjà, mon accent c'est assez particulier. Et je vais essayer de parler doucement, parce que normalement je parle très rapidement. Je vais essayer de parler doucement, comme ça, toutes les choses qu'on va poser, les questions qu'on va poser, peut-être qu'il va avoir du sens. Il y a pas mal de contenu graphique. On a choisi cette stratégie pour la présentation, de ne pas montrer beaucoup de projets dans la totalité, mais de mettre des questions importantes dans notre travail. L'architecture de commun. Comme disait dans l'introduction, Plan Commun s'était fondé à Santiago de Chile l'année 2012. À la fin de 2018, on avait rétabli le bureau ici. Depuis 2012, notre objectif, c'est de renforcer les espaces collectifs et la collectivité, on peut dire, l'espace social entre nous, parce qu'on croit qu'on travaille et on vit dans un monde très fragmenté. Et d'une certaine manière, c'est très important de comprendre le contexte où Plan Commun était né, en fait. Plan Commun était fondé l'année 2012 au Chili, que c'est un lieu, comme possiblement beaucoup de vous connaissez peut-être la situation. C'était un laboratoire néolibéral pendant la dictature de Pinochet, et on continue avec cette néolibéralisation de notre vie, où la question de culture et capital, c'est très ambigu, non? C'est déjà posé, nous, on croit, depuis un bureau d'architecture, c'est bien de se poser cette question, non? La relation avec le pouvoir et la relation avec le capital. Ici, c'était un des premiers projets qu'on avait fait au Chili. C'est une recherche collaborative avec beaucoup d'architectes, beaucoup de collègues, beaucoup de camarades, une quarantaine d'architectes, où on avait essayé de produire des prototypes d'espaces publics, des stratégies pour donner des options, des alternatives de liberté dans le contexte urbain. Et on sait bien que, en fait, la question du collectif, ça apparaît dans toute l'histoire, carrément, de l'humanité, non? Et dans différents contextes. On peut le voir dans des situations assez, on peut dire, au milieu de l'Amazonie, comme le cas de Yanomami, où la typologie de logement permet d'avoir un lieu commun assez important avec une centralité. On peut le voir dans des espaces publics, comme ce petit projet qu'on avait fait l'année 2016 à Ljubljana, la Slovénie, où on avait proposé une série de plinths, de socles, pour avoir différentes activités dans le quartier Nové Fucine. On peut le voir aussi dans des situations assez bien compliquées. On sait la situation, le monde où on habite, avec tous les conflits. Et on croit aussi que c'est très important d'avoir dans la tête que la question des collectifs et la question des droits des collectifs, en fait, c'est une chose que ça devrait permettre tous les sphères, en fait. Pas seulement les sphères culturelles, mais aussi carrément la professionnelle. Cette présentation, ça va toucher plus ou moins trois principaux chapitres, on peut dire. L'idée de l'architecture comme un espace, comme un champ de connaissances communes. L'architecture de commun, non? De comment on fait des stratégies spatiales. Et aussi, la dernière, c'est la question de l'autocommande, que c'est aussi une part très importante de notre travail. Peut-être que pour informer cette dernière part, l'architecture comme champ de connaissances communes et l'autocommande, on a deux projets parallèles qui se développent à ce moment. Pour donner quelques idées, parce que c'est pas, on a déjà plus qu'une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Plan Commun, c'est une structure assez flexible. Il y avait déjà de différentes phases dans notre propre parcours, quand on était établi au Chili, mais aussi quand on est rétabli ici dans le contexte français, et particulièrement parisien. Cette nouvelle époque, on est les trois ici, les trois associés, Nissim, Kim et moi,
plus Marcelo Cox au Chili, un associé au Chili. Et on peut dire que d'une certaine manière, on a plus ou moins trois phases dans notre propre trajectoire. La première phase, c'était comment on peut avoir une espèce, comment on peut limiter ou encadrer notre agenda, non? Les choses qu'on veut faire et les choses qu'on ne veut pas faire, non? Surtout avec cette un peu intérêt sur les espaces partagés, non? Une deuxième phase, que c'est quand on a été rétabli dans le contexte français, que c'était surtout sur la question des logements, la question de transformation des bâtiments, non? Et une troisième phase, qui d'une certaine manière, c'est bien lié à des projets récents, que c'est d'une nouvelle fois où on peut trouver notre propre commande, où on peut trouver des projets qu'on peut faire avec nous-mêmes, avec notre propre capacité d'une certaine manière, non? Donc, pour nous, tout ce qui est, on est imprégné de toute la culture du bâti qui nous entoure et en particulier sur ce sujet des espaces communs, de tout un champ de référence qu'on utilise tous les jours dans notre production. Pardon, c'était à moi de continuer. Et après, on va faire le switch. En fait, c'était la première idée, c'était l'architecture comme champ de connaissances commun, en fait. Et c'est bien lié à un projet en parallèle qui s'appelle On Architecture, qui s'était fondé au même temps que Plan Commun avec notre ex-associé Diego Gras. Et en fait, c'est une collection audiovisuelle d'architecture où on apprend beaucoup de manières de faire architecture. Le bureau était un peu créé dans un contexte où il y avait une idée bien limitée des possibilités des architectes. Et nous, on essaie d'avoir plusieurs exemples, non? Et sur la question de logement, carrément, on avait pris cet outil pour notre propre formation, en fait, et on a commencé à regarder systématiquement de différents cas, peu importe le contexte, ça peut être à l'Amérique du Sud, ça peut être au Brésil, au Chili, ou à Lisbonne, ou à Portugal, ou à l'Autriche. On est carrément intéressé sur la question des espaces partagés et les espaces intermédiaires dans cette condition, dans cet exemple, non? On a aussi un intérêt de comment le climat il peut aider à créer une spécificité sur ce type d'espace. Et aussi, surtout, on est intéressé sur les conditions, comment on peut faire l'architecture, non? Et dans ce cas, il y a déjà l'Hackathon Basal, qui est un bureau une inspiration très forte pour nous, de comment on n'est pas seulement attaché sur une manière de faire une esthétique du bâtiment, mais surtout sur la manière de penser de cet architecte, non? Il y a aussi cette idée de l'architecture pop de Lina Bobardi, qu'on aime très bien, c'est de comment on peut arriver à faire une architecture qu'il y a des maximums de communication, de dignité avec très peu de moyens, non? Le contexte, on a vu cette image, ils sont deux images de Chili. À un côté, il y a des bâtiments qu'ils sont appelés les ghettos verticales, et à côté, c'est l'image d'une installation faite par un collectif d'étudiants et de professeurs d'architecture. Et ça montre en fait la manque de générosité dans la question du logement, assez d'une manière très radicale. Il y a aussi cette standardisation assez très forte sur cette manière de voir le logement, comme une espèce de répétition sans nécessairement de qualité, ou surtout bien basée sur la condition antérieure du bâtiment, pas nécessairement sur les choses qui sont dehors du bâtiment, du logement, désolé, de l'appartement. Et on sait qu'on a habité déjà sur la question, on a passé la pandémie, et on voit ici, par exemple, pendant la pandémie, comment les copains, les bâtiments plus grands de logement à l'Amérique du Sud, le brise-soleil, il joue comme un espace extra d'appropriation pour avoir de l'air et pour avoir une relation plus directe avec le climat, non? Et du coup, en fait, on a cette idée de l'espace intermédiaire qui, pour nous, qui nous a permis de réfléchir et de penser ces espaces communs dans le cadre du logement collectif. Et donc, on le définit de multiples façons, mais voilà, toutes ces définitions font ce qu'on entend par espace intermédiaire. Donc, c'est à la fois un espace en plus, au sens de l'Hackathon Basal, c'est un espace qui est ni intérieur ni extérieur, qui est non sollicité, qui est un espace de vie et de liberté,
une valeur ajoutée spatiale, un espace d'improvisation sociale et un actif sans rendement, pour rentrer dans des considérations plus concrètes. Et donc, effectivement, l'espace en plus de la Caton Vassal, il est, pour nous, c'est une référence indéniable et très importante. Mais c'est un peu, pour faire un raccourci, c'est comme si on transposait cette idée d'espace en plus à de l'espace collectif, donc qui n'est pas de l'espace individuel, quoi. Et cette idée d'espace intermédiaire, elle est définie par Glenda Kapstein, qui est une architecte et chercheuse chilienne de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a étudié en particulier, qui a participé à fonder l'école d'architecture au nord du Chili et qui a étudié une forme spécifique de logement au nord du Chili, où l'espace intermédiaire, donc elle le définit comme un lieu qui peut refléter la vie de ses occupants, et où ils peuvent être aussi libres que dans un intérieur contrôlé, mais qui est soumis aux éléments naturels et qui est un petit monde en soi, qui est possible d'ordonner et de domestiquer. Et c'est aussi, et ça c'est une dimension qui nous parle énormément dans le cadre du logement collectif, c'est un espace d'articulation de l'ensemble des lieux qui composent le programme. Donc si on le transpose au logement collectif, pour nous, l'espace commun, c'est aussi l'espace d'articulation des différents logements. Une référence peut-être plus locale qui est la cité Napoléon, avec cet espace de circulation à la fois monumental et très domestique, qui est approprié par les habitants. Et d'autres exemples moins locaux, mais avec une extrême générosité à Rio, avec ces deux exemples de logements des années 50, où il y a donc ces circulations qui deviennent de réels espaces de vie avec des qualités à la fois spatiales et climatiques incroyables. Cette référence plus proche dans le temps et géographiquement aussi, puisque c'est la coopérative Laborda de la Colle à Barcelone, avec cet espace, donc en fait tous les logements sont organisés autour d'un atrium et il y a cet espace en double hauteur qui est laissé qui est non programmé et qui a vécu pendant le Covid, qui a revêtu une multitude de programmes et d'usages collectif. Et une autre référence où là on s'approche un peu plus de la limite entre le logement et cet espace collectif, avec la question du seuil qui est de plus en plus importante pour nous, et cette question d'investir le pas de la porte pour faire le lien entre l'espace privatif et l'espace collectif et un peu de travailler sur cette limite. Donc il y a aussi un travail académique, en l'occurrence celui qui est... Felipe enseigne à la Católica à Santiago, à distance. Et donc c'est un travail de recherche sur justement ces espaces-là. Et donc dans le bâtiment de Herzberger qu'on vient de voir, mais qu'on retrouve peut-être les mêmes qualités dans ce projet de Lopez Rivera. Et un exemple chilien avec ces logements sociaux Ucamau, qui sont des logements faits par leurs habitants, qui ont monté une coopérative et qui ont construit ces logements, avec encore une fois cette coursive élargie qui permet une transition entre l'espace collectif, le pas de la porte et le logement. Un autre exemple de Herzog et de Meuron, où là les coursives revêtent un peu une dimension monumentale, mais elles n'en perdent pas pour autant. Et puis le pas de la porte devient même formellement un peu détaché de cette coursive. Mais pour autant, ça reste des espaces domestiques et appropriés par les habitants.
Si on continue d'une certaine manière, on va montrer rapidement une collection de séquences qu'on travaille depuis les dernières 6 années. C'est plus vaste que ces 6 exemples qu'on montre ici. D'une certaine manière, ils montrent cet espoir, cette attitude dans différentes conditions. Parce qu'on sait que l'espace partagé et les espaces communs, ils ne sont pas nécessairement la priorité dans la question du logement, à la taille qu'on l'imagine, et on essaye de trouver l'espace chaque fois, d'un côté spatial et d'un côté économique aussi, pour avoir l'espace qui donne cette qualité dans différents niveaux. Non? Le premier cas, c'est un cas très important pour nous, c'était le concours qu'on a fait avec 51 N4E pour la transformation de la tour des Poissonnières, que c'est une transformation des bâtiments existants, non? Et où l'exercice principal, en fait, c'était de caler, ¿no? De ajuster les requirements les nouvelles, du programme, en fait, à la taille, à l'empreinte du bâtiment existant. ¿No? Après ça, après cet exercice d'adaptation, on avait trouvé carrément l'espace pour les communs que vous pouvez voir en vert. ¿No? Il y a aussi des autres cas où l'espace partagé il peut être ouvert, parfois il est semi-ouvert, parfois il est couvert, peu importe. On essaie de trouver chaque typologie avec un regard assez minutieux de conditions. Par exemple, ici, l'espace commun, il apparaît comme une espèce de mobilier urbain au milieu de deux bâtiments assez banal. Ou, par exemple, dans le cas de la SAC vert, où on avait trouvé l'idée, c'était de travailler vraiment avec différentes typologies et d'introduire différentes manières d'habiter. Toujours, comme disait Kim, avec cette idée de montrer une relation entre l'espace extérieur, à l'extérieur de l'appartement, et l'espace domestique. Peut-être le dernier de cette série, c'est un concours qu'on avait fait aussi en collaboration. Ça c'est très important. La grande majorité de ce type de projet, on l'avait fait en collaboration. Cette fois avec Adamo Faiden, le bureau argentin, et Nicolas Dorvalbori. Et c'est un bâtiment qui, surtout, il explore une nouvelle fois cette condition au milieu entre la part et la ville, en fait. Et comment on peut réagir, avoir une relation avec le climat plus direct, même dans des conditions qui ne sont pas nécessairement les plus warm du monde, en fait. Ici, on peut voir aussi une nouvelle relation entre l'espace à l'extérieur et l'espace à l'intérieur. C'est dans cette typologie en particulier, on parle de T3 en duplex, qu'il y a une générosité, surtout pour la coursive, qui permet l'accès à cet espace. Non? Et du coup, cette transition et cette question du pas de la porte, elle se prolonge dans le logement avec l'entrée par la cuisine et sur un espace de vie traversant entre la cuisine et le séjour du côté opposé. Quoi. Peut-être seulement pour dire une chose, hein, parce que la collaboration pour nous c'est assez bien importante, et vous pouvez regarder déjà les crédits de chaque projet. On travaille, on a la chance, on a d'une certaine manière un privilège de travailler avec des bureaux avec beaucoup d'expérience, où on a une relation de travail et d'amitié depuis longtemps. On peut parler de 51 N4E, Adamo Faiden, Nicolas Dorvalbori, Kun Malvesi, etc. Et en fait, la question de collaboration, c'est assez important parce qu'on ne peut pas... ça peut être pas considéré comme acquis, en fait. C'est un challenge, c'est un défi, et ce n'est pas évident. On essaie de trouver la manière de encore trouver une plateforme commune. Donc, en fait, un des premiers projets sur lequel on a vraiment travaillé cette question de la séquence de communs et des espaces communs à une échelle plus importante, c'est ce projet du Lot Petit. Donc, c'est un concours qu'on a gagné en 2019 et qui est aujourd'hui en chantier. Qui est un projet qu'on fait en collaboration avec Kun Malvesi et Nicolas Dorvalbori, où il s'agit de 183 logements sociaux pour la RIVP, avec un socle d'activités. Donc, c'est des logements qui sont construits avec des façades en pierre massive, et d'une structure mixte bois-béton à l'intérieur.
Ce que vous voyez, ce qui ressort en vert dans cette image, c'est ce qu'on appelle la séquence de commun, et c'est les paliers partagés. Donc c'est on est dans la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. C'est un îlot, un bâtiment îlot assez dense. Et donc on a ce socle d'activité duquel émergent des volumes. Donc on est un peu entre un bâtiment îlot et différents plots disposés. Et le cœur d'îlot, ce qui est important, c'est que le cœur d'îlot, il est en contrebas, mais il est quand même traversé et ouvert. C'est toujours d'actualité. Il est censé être ouvert en journée et public. Et donc, en fait, tous les logements s'articulent autour de ces 4 communs verticaux que vous voyez en surbrillance sur la petite axo. Et donc, ce cœur d'îlot accessible, qui est en contrebas, il y a un travail de topographie artificielle qui permet de relier la rue au cœur d'îlot dans une certaine continuité. Et donc, ces usages collectifs se prolongent ensuite dans les communs verticaux et en toiture. Et donc, il y a 4 dispositifs qui sont presque autonomes par rapport, même en termes de matériaux et en termes constructifs, par rapport aux logements qui desservent. Et qui aussi ont une autonomie d'usage, puisque ils sont donc c'est des paliers de distribution, mais qui sont quand même surdimensionnés. Ça fait 3,60 par 15 sur les grands paliers. Et donc ils sont protégés côté rue. Donc là ils sont tous orientés côté rue, avec une façade avec des ventelles vitrés. Donc c'est des espaces intermédiaires au sens de la définition que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et du coup, tous les logements sont articulés autour de ces paliers partagés et qui sont reliés aux escaliers et aux ascenseurs. Donc il y a 4 cages et en fait, chaque bâtiment est à cheval sur 2 volumes avec les paliers entre les deux. Et donc les logements, donc ce qui est un peu en vert, ouais, ce qui est légèrement vert, c'est le palier partagé. Et donc certains logements ont leur seuil directement sur ce palier partagé et d'autres via une circulation intérieure. Mais ça reste du coup un espace qui fait partie du circuit quotidien des habitants. Et donc ils ont ils sont en façade, il y a une charpente métallique qui porte les ventelles et ils sont couronnés par une voûte en pavé de verre donc qui leur donne un peu même une identité depuis l'espace public. Et donc sur ce projet, on a dès le départ, il y avait une démarche de concertation. On a travaillé la petite vignette que vous voyez en bas, c'est un des ateliers qu'on a fait avec un panel de 40 familles de futurs habitants, avec qui on a travaillé pendant le Covid, donc d'où le travail dématérialisé. Mais en tout cas, on a travaillé notamment sur ces espaces-là, qui n'étaient pas forcément évidents a priori. Enfin, les premières inquiétudes des habitants, c'était plutôt, ils étaient plutôt sceptiques. C'est-à-dire qu'ils se disaient, mais pourquoi, comment je vais partager avec mes voisins si je m'entends pas avec eux, s'ils font du bruit, etc. Et en fait, petit à petit, on a travaillé avec eux sur des situations concrètes pour qu'ils puissent se projeter. Et en fait, aujourd'hui, ils en parlent énormément et ils sont très curieux et très enthousiastes à cette idée-là. Parce qu'on parle quand même d'une échelle qui n'a
pas grand-chose à voir avec ce qu'on va vous présenter après, mais il y a cette idée aussi d'échelles de partage qui sont imbriquées, c'est-à-dire que en réalité, on ne partage pas forcément autant avec son voisin de palier qu'avec tous les voisins de sa cage d'escalier, qu'avec tous les voisins du bâtiment. Donc il y a vraiment, on essaye de travailler sur ces différentes échelles pour que ça soit gérable aussi par les habitants. Donc on est aujourd'hui en chantier. Là, c'est des prototypes des paliers partagés avec les ventelles et les différents matériaux qui seront mis en œuvre. Il y a aussi un prototype qui est plus qu'un prototype de façade où on voit pas mal de sujets, notamment sur la pierre et la céramique verte. Et ça y est, en fait, ces espaces commencent à prendre forme et donc ça, c'est un des porches qui se trouve, du coup, c'est le rez-de-chaussée de ces communs verticaux. Il y a, sur la photo de gauche, il y a une coursive, du coup, la coursive qui traverse le cœur d'îlot, les logements qui donnent sur cette coursive à rez-de-chaussée. Et puis, du coup, on commence à pouvoir appréhender le cœur d'îlot et sur la photo de droite, déjà un premier palier partagé. Voilà, les enjeux aussi constructifs de la pierre avec la pose des trumeaux-pierres, avec vous voyez aussi la taille des fenêtres qui sont très généreuses et qui font partie évidemment des qualités des logements. Avec aussi la structure intérieure, poteau-poutre béton des logements. Et là, sur la photo de droite, c'est la vue d'un logement vers le palier partagé. Donc le premier logement qui a une vue directe sur le palier partagé. Et puis, on retrouve plus ou moins le cœur d'îlot avec le futur passage depuis l'espace public. Je vais prendre la suite et vous parler d'un autre petit projet qui n'est pas assez publié, de la maison commune de Pantin. On l'appelle le prototype parce que vous le verrez, on en reparlera à la fin, mais pour nous, c'est vraiment un schéma qu'on cherche aujourd'hui à refaire, notamment avec, je les remercie, des maîtres d'ouvrage qui sont ici ce soir. Ce petit projet, il s'installe dans le quartier des 5 chemins. On est à Pantin, derrière le quartier de la Villette. Le quartier de la Villette qui était évidemment un quartier de bouchers, et avec les halles de la Villette. Et on est sur un petit quartier qui est un espèce de petit îlot ouvrier où habitaient les bouchers de la Villette. Donc on est vraiment sur un îlot ouvrier comme ça, de petite échelle, plutôt assez mal construit. Mais il bénéficie, ce petit îlot, il est pris comme ça entre les usines, entre un espèce de grand secteur d'activité, mais avec ce magnifique cimetière de 107 hectares derrière, qui est, je crois, un des plus grands cimetières d'Europe, et qui donne un paysage comme ça sur les alentours assez incroyable. Ce petit projet, c'est un projet qu'on a fait en autocommande. Et donc autocommande, premier projet en autocommande, tout simplement, on est allé le chercher sur seloger.com. Et ça, c'était la maison, c'était cette espèce de grosse maison un peu étrange qu'on a acheté. On était avant Covid, et avec cette idée, vous le verrez au tout début, de se dire, en fait, on va prendre cette maison, on va juste la surélever. J'ai mis la petite date en bas à droite parce que on met ça, c'est le premier permis de construire. On est en mai 2021.
on s'était dit, bon, on va piocher la façade, on va piocher l'enduit, on va faire ressortir la vieille brique, et puis on mettra un coup de blanc dessus. Et puis par-dessus, on mettra une petite structure légère en bois et un coup de bardage, et allez hop. Bon, ça c'était avant de commencer le chantier, parce que évidemment, on est sur, je vous le disais, hein, sur un bâti ouvrier d'assez piètre qualité, en vrai. Et on s'est retrouvé avec pas grand-chose qui tenait, des murs de façade qui avaient un fruit incroyable, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'à vouloir faire simple, on allait probablement faire plus compliqué que simple. Et donc, on est sur cette deuxième partie du permis de construire, on est en décembre 2021. Je crois, on doit être au deuxième confinement, autour du deuxième confinement. Et là, en fait, nous, on avait rendu Saint-Vincent-de-Paul, on avait fait un DCE épais comme ça, avec toute la complexité des questions du bois, toutes les complexités de toutes ces nouvelles enveloppes. Et on a dit, mais attends, le bois s'enflammait sur les marchés, tout le monde disait, il n'y a plus de bois nulle part, ça va être horrible, où est-ce qu'on va trouver du bois, etc. Et on a dit, bon, ok, on change tout. On change tout. On a une trame de bâti, on a une façade de bâti. Cette parcelle, elle a une espèce de préexistence et de préécriture. Donc on a gardé un peu ce même rythme. On a gardé ces mêmes idées de cette brique qu'on voulait retrouver, qui est la brique du quartier. Mais on a dit, repartons sur des choses beaucoup plus simples, et donc sur de la maçonnerie, et avec un espèce de projet un peu... zéro détail, ou en tout cas le détail le plus simple possible. On est une autre idée aussi pour s'intégrer dans ce quartier, c'était cette question de l'échelle. On avait un PLU qu'on trouvait nous assez permissif en fait. Ok, on pouvait être en R+3. Évidemment, on y habite dans ce projet et on se disait, bon, on va avoir une relation avec les voisins qui va être un peu étrange si on commence à monter des grands pignons comme ça devant chez eux, prendre la lumière aux uns et aux autres. Donc on s'est aussi beaucoup interrogé sur ce dernier étage, et nous est venue un peu cette idée de se dire, mais voilà, si ce dernier étage c'était autre chose, c'était quelque chose de transparent, si on acceptait de faire le deuil de la rentabilité potentielle de ce dernier étage pour en créer une autre valeur. Voilà, donc ça c'est vraiment cette idée de comment on s'intègre, quoi. Comment on s'intègre, comment on prend soin en fait de ce qui est déjà là, comment on prend soin de nos voisins et des gens avec qui on va coexister. Sur la question du chantier, je vous le disais, on est reparti sur des basiques. On a une toute petite parcelle qui fait 15 mètres par 15 mètres ou 15 mètres par 17 mètres, quelque chose comme ça. Et donc, pas de grue, évidemment. On n'est pas sur un chantier qui est à l'échelle de la grue, on est à l'échelle des choses qui sont plutôt manuportables. Et donc, le parpaing, donc le plancher poutrelle ourdi, comme ça, deux gars, ils se mettent une poutrelle sur l'épaule, hop, on monte un plancher dans la journée, du poteau plutôt de petite taille. Et voilà, revenir à des technologies hyper simples, hyper maîtrisées. Même chose sur cette serre. Quand on dessine cette serre, on dessine cette serre avec les ingénieurs qui nous disent non mais il faut faire des fermes. Qui dit ferme dit entrée. Et là on dit mais attends, mais un entrée, mais bon moi si je mets un entrée, j'ai 2 vins, je peux pas mettre beaucoup plus que 2 vins au gabarit, donc ça va être d'un coup très présent. Donc bon, comment on annule l'entrée? Bon, alors on annule l'entrée avec des câbles. Ah, d'accord. Bon, donc il y a tout ce travail, toute cette espèce de dialogue, comme ça, pour essayer de retrouver un peu le détail minimum et un peu l'espèce de détail du point P, quoi. C'est-à-dire comment avec les platines de supermarché, comme ça, on arrive à créer des assemblages et on arrive à créer une stabilité pour cet espace. Et en se disant qu'on a utilisé, le profil qu'on a utilisé, c'est un seul profil, c'est du 45-145, et qui est un peu le profil le plus courant du mur à ossature bois, et donc un peu comme ça, en se disant, on prend un profil le plus courant et on dessine tout sur la base de ce profil le plus courant. Une idée que c'est pas très spectaculaire, que c'était bien effectif pour la question d'avoir le volume plus grand dans la serre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des petites idées comme ça. Et
Et puis, moi, c'est une petite histoire que j'aime bien raconter, mais c'est vrai que cette serre, c'est 15 000 € de charpente, 15 000 € de bardage, 80 mètres carrés, quoi. Voilà. Donc, je compte pas le plancher, il y a 10 000 € de plancher, mais voilà, c'est peu de moyens, beaucoup d'espace, beaucoup de générosité, quoi. L'autre élément, on construit cette grille, cette trame en béton. On met le béton là où il est le plus efficace, dans ses poteaux et dans ses poutres. Et puis après, il faut remplir. Et donc, on avait cette idée depuis le début de retrouver la brique de l'ancienne maison. Bon, mais finalement, l'ancienne maison, en tout cas celle sur rue, elle est partie en bonne partie. Et donc, on s'est dit, bon, on va remplir en briques. Puis, sur un projet précédent, on avait eu la question carbone qui s'était posée, la question carbone de la terre cuite. Parce qu'un autre projet qu'on avait voulu faire intégralement en briques. Et puis, on nous avait dit, mais non, vous êtes fous, ça passe pas du tout. Un bâtiment tout en briques, ça passe pas du tout. Et j'avais dit, mais on va bien trouver une brique quelque part. Enfin, il y a bien quelqu'un qui va nous revendre une brique qui existe déjà. Donc on a fait un peu le tour de Opalis, là, qui est la plateforme de Bellastock et de Rotor là, sur les matériaux de réemploi. On a commencé à lire. Bon, on a vu qu'en France, une brique, ça valait plutôt 1,50 €, 2 €, mais qu'en fait, en Belgique, il y avait des gens qui faisaient ça depuis des années et qui avaient énormément d'avance sur nous. Et il se trouve que Bruxelles, c'est moins de 350 km de Paris. Voilà. Et on a fait dans ce chantier tout l'exercice de l'ACV, tout l'exercice de la brique de réemploi et de le faire rentrer avec notre bureau de contrôle dans la faisabilité réelle de cette façade dite zéro carbone, en tout cas comptabilisée comme zéro carbone. Voilà, donc elle est comptabilisée zéro carbone, elle est en réalité, si on compte les mortiers, etc., elle a plutôt un impact qui est de l'ordre de 50%, on est plutôt 50% en dessous d'une façade conventionnelle, mais en tout cas, elle vaut zéro carbone, et ce qui permet de mettre le carbone au bon endroit et donc dans les poteaux. Donc, pour faire ça, évidemment, rentrer dans la réglementation française, etc., il faut passer par la caractérisation des briques. La caractérisation des briques, ça veut dire la faire tester sur trois domaines. Alors, la domaine de la compression, donc il faut aller faire exploser les briques au Centre des techniques et des matériaux naturels à Arcueil. Donc là, on a une espèce de gigantesque presse comme ça qui vient compresser la brique et qui vient regarder à quel moment elle explose. Et puis, on sort avec un certificat comme ça qui nous dit, en fait, vous êtes RC400. Et RC400, c'était assez intéressant, et ils étaient très surpris eux-mêmes. Ils nous disaient, mais en fait, elle est d'excellente qualité, cette brique. Elle est d'excellente qualité parce que le RC400, c'est le maximum. Enfin, il y a un degré au-dessus qui est le RC400+. Et en fait, c'est les niveaux maximum qui sont attendus par le CSTB sur les matériaux de maçonnerie. Et en fait, tout ça s'explique, et on en a beaucoup parlé avec eux, tout ça s'explique parce que cette brique, elle a plus de 100 ans. Et qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas de crise énergétique, on ne maîtrisait pas exactement les fours de cuisson comme on les maîtrise aujourd'hui, et donc en fait, ils mettaient la blinde dans les fours, les briques étaient cuites à très haute température, et qui dit cuisson à haute température, dit très bonne résistance. Voilà. Donc ça c'est pour l'espèce de liaison comme ça de ce que c'est que cette brique. Voilà. Et cette brique, elle devait être, vous l'avez vu au permis de construire, elle devait être intégralement badigeonnée en blanc, parce que nous, on s'était dit, on prendra n'importe quelle brique, on mettra un coup de peinture blanche comme les maisons d'à côté, là, elles ont une brique peinte en blanc, c'est très joli. Et puis on a commencé à les monter, et on s'est dit, bon, c'est pas mal en fait, c'est pas mal, on trouvait ça assez intéressant. La ville de Pantin est venue voir pendant le chantier, et on leur a dit, bon, on garde comme ça. Ils nous ont dit, oui, on garde comme ça, allez. Donc, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Par contre, sur le patio à l'arrière, les choses se sont passées un peu différemment parce qu'on avait un patio entre ce morceau de maison qu'on a récupéré là à droite, qui est une espèce de bâti un peu de qualité un peu médiocre, comme ça, en pan de bois. On a un grand mur en béton qui était un peu pas très intéressant, et ce patio il est un peu orienté nord, et donc on a gardé cette idée du tout blanc. Et on a dit, bon, allez, on met un grand coup de blanc sur l'ensemble, et pour redonner une sorte d'objet et conserver cette idée d'origine.
Ça, c'est Mario Laporta, c'est notre entrepreneur sicilien qui en doit beaucoup de choses. On lui doit notamment cet escalier et la fabrication de cet escalier, l'affinement de cet escalier, parce que, encore une fois, pour la petite histoire, on a dessiné un escalier qu'on a calculé avec notre ingénieur. Et Mario, il est arrivé sur le chantier, il nous a dit « Mais vous êtes fous, il y a 30% de trop de béton dans votre truc, quoi. » Et il nous a dit « Mais on affine. On a pris notre petit cours d'ingénierie un matin sur le chantier par notre ami maçon sicilien. Et on lui doit la finesse, on lui doit clairement la finesse et la réalisation de cet escalier. Et c'est là où on parle de collaboration, on parle d'intelligence collective et on parle d'espèce d'horizontalité aussi bien dans la conception du projet, mais dans la fabrication. Là c'est Charles, qui est un vieux copain de l'école d'architecture, qui s'est lancé dans la métallerie et à qui on avait dessiné des principes de garde-corps, des principes de fût, comme ça, pour remplir l'escalier. Et oui, c'est très emparé des sujets. Ça, c'est le fût au centre de l'escalier. Donc, on avait ce vide qui, évidemment, pose une question. Et on s'est dit, bon, mais comment on le remplit sans le remplir, ce fût, comment on le sécurise? Et donc, il est venu travailler avec une maille de 10-10, qui est une maille de nid de poule, vraiment tout ce qu'il y a de plus standard, et qu'il est venu assembler avec... bon, c'est presque une œuvre d'art, hein. Celui-là, il est venu les assembler avec des dominos d'électricité, voilà, quand on assemble deux fils. Donc, il y a aucune soudure sur ce... Enfin, il n'y a aucune soudure post-achat industriel, quoi. Voilà. Et donc, comme l'a mentionné Nissim, c'est un bâtiment qu'on habite, ce qui nous permet aussi oui, en fait, voilà, pour en venir au logement. Donc, les qualités des logements, comme vous avez pu voir peut-être sur les premières photos, en fait, il n'y a pas de prolongement extérieur privatif pour les logements, mais il y a un rapport à l'extérieur qui est très généreux avec des très grandes fenêtres. Et en fait, tous les prolongements extérieurs sont donc collectifs. Donc il y a le jardin en bas et la toiture. Et du coup, les logements, ils sont avec la lecture de leur structure. On a gardé les plafonds avec les poutres élourdies et les poteaux-poutres béton visibles dans les logements. Les logements étaient équipés avec des cuisines qu'on a fait faire chez un serrurier de Pantin. Donc c'est extrêmement simple, avec juste une surface sur des pieds que chacun pouvait venir habiter différemment. Donc vous voyez un peu les différents appartements. Et ça, c'est dans la maison existante. Et donc, ici aussi, il y a cette question de la séquence de commun, donc à une échelle beaucoup moins importante que celle de Petit, du lot Petit. Mais en fait, comme on y habite, on peut vraiment aussi observer chaque jour comment cette séquence de commun fonctionne. Et donc, elle est... Même dans la conception de cet immeuble, elle est lisible aussi en façade, parce que depuis le hall jusqu'à la serre, il y a une continuité de matériaux qui est le polycarbonate ondulé, qui donc donne cette qualité d'espace intermédiaire en protégeant sans pour autant en faire un intérieur. Mais qui est lu comme une faille et qui apporte aussi évidemment de la lumière naturelle à ces espaces. Donc cette séquence, elle commence avec le hall, elle se poursuit dans l'escalier. Comme c'est un petit bâtiment, donc on est en deuxième famille. Donc l'avantage, c'est qu'on pouvait garder tous ces espaces ouverts et connectés dans un même volume d'air.
Et le hall, c'est un grand espace qui regroupe un peu tous les usages qu'on peut avoir dans un hall et plus, avec notamment une petite table, un espace où on peut se croiser, boire un café, etc. Et la porte du hall, la façade du coup à rez-de-chaussée de ces espaces communs, c'est une porte sectionnelle qui peut être totalement ouverte sur l'espace public. Et donc là, le pas de la porte de l'immeuble, il est vraiment direct sur le trottoir, quoi. Et donc cet escalier avec le fût ouvert dont parlait Nissim à l'instant, donc c'est aussi un espace, même s'il est réduit, c'est aussi un espace d'improvisation sociale et de rencontres fortuites entre les habitants et d'appropriation aussi ponctuelle. En ce qui concerne les logements, il y a 2 petits logements à rez-de-chaussée, 2 logements moyens au R+1 et un grand logement au R+2. Et dans la maison existante, il y a un logement qui est sur 2 niveaux. Et donc ce hall, c'est aussi un espace de jeu qui est aussi approprié par les enfants. Et il est en connexion aussi directe avec le jardin partagé au fond de la parcelle. Et il est fermé par des grands coulissants, séparé de ce jardin par des grands coulissants qui sont fabriqués en bois avec les mêmes montants que la serre et le polycarbonate ondulé. Et peut-être seulement qu'on habite là-bas 12-13 personnes, plus ou moins, ça veut dire aussi des petits enfants. Il y a des différentes subjectivités, non? Il y a des différentes idées et de relations avec l'espace, non? Et dans ce cas, c'est assez intéressant aussi. Donc, oui, cet escalier, il est voilà, l'appropriation dont je parlais à l'instant, de cet escalier, de ces paliers qui n'ont pas de dimension. Pour le coup, ils ne sont pas surdimensionnés, contrairement à Petit, et qui sont quand même des lieux d'appropriation parce que c'est ouvert, parce que c'est lumineux, pour de multiples raisons. Mais en fait, c'est un espace de qualité, même s'il est réduit et qui sert juste à desservir les logements. Il y a aussi, on a mis des portes palières translucides. Donc toujours dans cette idée de travailler sur cette transition entre l'espace collectif ou commun et le logement, et de brouiller un peu cette limite. Donc ça, à la fois, ça apporte encore plus de lumière et de vie dans cet espace de l'escalier, et puis de la lumière de côté logement et une vue sur cet escalier. Et après, en fait, donc ça donne cette possibilité d'avoir cette transparence, et après chacun s'approprie ou pas cette idée-là, et où voilà, il y a certains habitants qui s'en servent, qui installent des porte-manteaux, donc qui permettent de cacher un peu la vue sur leur logement, ou d'autres un rideau. Mais en tout cas, la possibilité existe. Et cette cage d'escalier, elle débouche du coup en haut sur la serre. La serre, c'est un espace qui est à la fois un atelier, une laverie, il y a une cuisine, il y a une table. Et en fait, au long de la semaine et de l'année, il endosse plusieurs fonctions et il peut être utilisé. Enfin voilà, il y a des gens qui montent bouquiner tout simplement individuellement, ou alors il peut être utilisé de manière plus collective. Donc l'espace de la laverie, ça c'était un peu la fête de fin de chantier avec les ouvriers. Je passe rapidement, mais du coup, comme on y habite, on a pas mal expérimenté et documenté aussi la vie de ces espaces communs.
Et puis c'est un espace, comme le soulignait Nissim, c'est un prototype, mais du coup qui est aussi, on accueille pas mal de visites d'étudiants en architecture, d'écoles d'architecture ou autres. Et c'est un espace qui vit avec le climat du coup, où en été, quand on a trop chaud, on peut suspendre des tissus sur les câbles pour faire de l'ombre. On peut, l'espace et le sol est traité comme une terrasse, donc on peut totalement arroser et voilà, ça permet aussi de tempérer un peu. C'est un espace qui est utilisé presque toute l'année. Enfin, dès qu'il y a un peu de soleil, même en hiver, on peut y être sans problème, quoi. Voilà, sous la neige, bon, on y va peut-être moins, mais en tout cas, voilà, on peut y dormir quand il fait pas trop froid. C'est la serre qui, du coup, c'est à la fois l'espace le moins cher et le plus qualitatif de cet immeuble, avec comme on est dans un quartier assez bas, on a des vues sur les environs qui sont très belles. On avait montré d'une certaine manière le premier projet qui avait ouvert cette série, que c'était petit, que c'est ce logement social très important pour nous et que c'est un chantier. Et aussi avec beaucoup de détails, la maison commune, que comme Kim disait, on habite là-bas et on a ce privilège, cette opportunité aussi de regarder les choses et d'essayer d'apprendre avec notre propre expérience. Un peu seulement pour montrer rapidement, on a des projets récents où la question c'est la même, c'est seulement que les conditions ils changent de projet à projet ou de contexte en contexte. Ici, c'est un projet qui est en cours, c'est un développement, c'est un concours qu'on avait gagné à la fin de 2023, c'est à Strasbourg, où il y a ce système de logement en accession et de logements sociaux, avec un système assez bien clair. Et on avait la possibilité, en fait, de travailler avec deux systèmes de partagés, non, des espaces partagés, le système de failles ou des systèmes de cursif, ouais, de cursif, et les paliers partagés, le vertical, non? Et surtout, il y a une nouvelle fois cette relation entre les choses qui sont à l'extérieur de l'appartement et la condition domestique, non? C'est pas que on va rajouter ou ajouter 1000 mètres carrés d'une serre immense, pas connectée avec la vie, dans la vie, bon, les rituels quotidiens de la vie, non? Et on va créer cette relation, non? Et ici, une nouvelle fois, on insiste sur des questions des appartements traversants, des appartements où il y a le plus d'espaces monofonctionnels possibles, des mètres carrés monofonctionnels, par exemple des couloirs à l'intérieur des appartements. On essaye d'avoir des espaces... Hein? Le moins possible, pardon. Le moins possible. C'est d'essayer de tuer les couloirs et d'avoir des espaces directement plus généreux pour l'espace social, on peut dire. Assez rapidement, peut-être je te laisse... Ouais. Je voulais juste ajouter, oui, effectivement, que de manière générale, ici, on a concentré en fait toutes les pièces humides au centre du plan, et en fait, il y a ensuite un système de pièces avec la pièce de vie qui est ouverte. Donc, comme disait Felipe, on a le moins possible de mètres carrés perdus. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte d'utiliser tous les mètres carrés dans les logements et que ce soit des espaces de qualité et qui permettent des usages divers. Et là, on a 51 logements au total qui entrent tous directement depuis l'extérieur, donc depuis ces circulations par palier ou coursives. Dans ce contexte, c'est assez bien qualitatif parce qu'on a le système de circulation, les espaces partagés et aussi les espaces extérieurs pour chaque logement. Et on va pas, ça c'est un peu les espaces partagés, les paliers partagés dans des logements en accession, hein, qui sont ouverts. Et ici, en fait, c'est seulement pour montrer que cet espace, il y a beaucoup de contraintes et on essaye carrément de jouer et de manipuler, non, de gérer cette contrainte pour avoir une nouvelle fois, pour trouver l'espace où on peut mettre les espaces communs ou les espaces de liberté dans la séquence de communs.
Il y a le 12e bâtiment, qui c'est le bâtiment de logements sociaux, où on a des maisons en duplex, avec cette coursive à l'extérieur, cette galerie. Et aussi, une nouvelle fois, cette relation avec l'environnement assez bien direct dans différents étages, non? Sur les balcons ou directement dans les patios centrales. Il y a aussi ce 12e cas que c'est en cours aussi. On va commencer le chantier dans les semaines prochaines. C'est un projet une expérience assez très inspirante pour nous parce qu'on travaille une nouvelle fois en collaboration et c'est une autocommande. C'est un projet qu'on développe avec Adamo Faiden, un bureau argentin, à Montevideo. On était là-bas pour visiter des sites, pour parler avec Adamo Faiden, qui sont des copains depuis longtemps, depuis au moins j'étais à l'école au Chili. Et on a cette aventure en commun. C'est un petit bâtiment avec 2 volumes, avec 24 appartements, liés à travers d'un cours central, non? Des espaces de circulation. Et une nouvelle fois, comme à la maison commune, il y a cette séquence, on a cet intérêt de créer une séquence avec de différentes qualités dans le parcours à l'intérieur du bâtiment, non? On passe rapidement par les plans. Les plans, on essaie de libérer la majorité du rez-de-chaussée pour avoir un espace de cowork et une entrée généreux, pas un petit hall, non? Après, on monte et on a le système de cursive à l'extérieur, autour de ce jardin. Et dernier étage, on a des systèmes de salles polyvalentes plus les jardins, non? Ça, c'est la vue du rez-de-chaussée avec cette hall élargie, on peut dire, avec une salle de cowork, parce que c'est vrai que les appartements ils sont assez compacts. Il y a cette condition du patio central comme une espèce d'espace partagé, aussi très important d'un côté environnemental, parce que tous les appartements ils sont double orientés, ils sont traversants et ils respirent à travers de ce patio central. Il y a une liaison assez bien évidente parce qu'on essaie d'avoir des grandes fenêtres, cette relation intense, et le dernier étage, non? Et ici, c'est peut-être la dernière image d'un projet qui c'est en cours et qu'on est assez content de montrer aujourd'hui, pas avec beaucoup de détails, basé avec cette idée une nouvelle fois de comment on peut jouer, on peut travailler avec différentes typologies. Dans ce cas, cette insistance, d'une certaine manière, dans différents projets, d'avoir des systèmes de duplex. Ici, il apparaît carrément avec les jardins partagés et tous les systèmes de circulation qui donnent cette centralité dans les logements. Et peut-être aussi, comme disait Kim dans des cas antérieurs, cette idée, cette relation avec la cursive, cette relation avec la galerie et comment on peut s'approprier, on peut gagner des mètres carrés à l'extérieur d'appartements, c'est une question assez importante pour nous. Ouais. Ça, c'est le dernier petit sujet qu'on va évoquer très rapidement ce soir, mais on disait que c'était un prototype et aujourd'hui on travaille avec des partenaires financiers, avec des villes et des maîtrises d'ouvrage, enfin des propriétaires de terrain, on va dire, des aménageurs et des villes à ce jour, à dupliquer ce système. Mais pourquoi ? En fait, parce que on se rend compte à travers notre expérience de la maison commune. La maison commune, on l'a achetée un peu, comme disent nos amis financiers, disent friends and family, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on n'avait absolument pas les moyens de construire ce bâtiment et on est allé chercher de l'argent auprès de gens qui nous ont fait confiance, qui avaient un peu d'épargne et qui, plutôt que d'aller acheter un petit studio à louer à un étudiant et où il fallait aller faire la peinture tous les étés pour faire rentrer l'étudiant suivant, on leur a dit mais donnez-nous cet argent et on va essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus grand. Et on s'en occupera. Et c'est vrai que dans les habitants de la maison commune, en fait, il y en a très peu qui auraient pu habiter là s'il a fallu être propriétaire de ce lieu. Et notre constat par rapport à ça, c'est un espèce de constat économique sur une crise du logement qui est assez évidente et sur une situation où trouver un logement de qualité qui offre un peu autre chose aujourd'hui,
c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. C'était compliqué avant Covid et il y a eu une réduction, je crois, en région parisienne, il y a eu une division par 2 du nombre de logements locatifs sur le marché. Donc, voilà, c'est une question qui revient en permanence, cette question du locatif. Et donc, la question, c'est voilà, comment on fait pour reproduire ce modèle qu'on a réussi à faire à Pantin, c'est-à-dire se dire, ben voilà, 58 mètres carrés pour un jeune couple avec un enfant, 58 mètres carrés. Bon, c'est un petit T3, hein, c'est un T3 assez compact, mais en fait, il profite, ce jeune couple, il profite de beaucoup plus parce qu'en fait, il profite d'un jardin, il profite de ce toit, il profite de ce hall. Et donc, d'un coup, il y a même des services parce qu'il y a ce système de laverie, c'est-à-dire que chaque appartement peut avoir sa machine à laver, mais en fait, personne n'a installé de machine à laver, tout le monde va faire son linge là-haut. Et donc, comment est-ce qu'on prend ce constat dans lequel on vit et comment est-ce qu'on le reproduit? Et donc, aujourd'hui, à travers les modélisations économiques et le travail qu'on fait avec l'ensemble des partenaires, il y a un des premiers constats, et qu'on n'a vraiment pas inventé, qui est le constat de la foncière et de quand on construit pour longtemps, et c'est bien le modèle de tous les bailleurs, en fait, c'est que en fait, il faut mettre un peu d'argent dès le départ, c'est-à-dire qu'on construit difficilement à 1 800 €, on construit plutôt à 2 500 €, qui plus est avec l'accumulation de la réglementation environnementale. Après, il y a un deuxième constat, c'est il faut aller chercher de l'argent et on ne va pas aller demander à qui que ce soit d'être un gentil donateur et encore moins sur les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, parce qu'on travaille aujourd'hui sur 2 projets un projet d'une vingtaine de logements, un projet un peu moins de 20 logements. Et donc, ça fait des sommes tout de suite assez conséquentes. Un projet, c'est de l'ordre de 8 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'il faut 3 millions et demi de fonds propres. Donc, on n'est plus du tout sur des échelles de friends and family. Donc, il faut aller chercher de l'argent de manière beaucoup plus massive. Et pour aller chercher de l'argent de manière beaucoup plus massive, bien qu'on est en train de monter une entreprise qui est socialement responsable, parce qu'elle a une ambition sociétale, évidemment, elle doit pouvoir proposer une rentabilité qui est une rentabilité qu'on trouve à peu près sur le marché, plutôt un tout petit peu en dessous des gens qui proposent des choses mirobolantes, mais malgré tout, voilà, suffisamment attractive pour lever des fonds. Et je vous le disais, avec cette ambition de rester, c'est un loyer moyen en première couronne, en première couronne parisienne, voilà, de réussir à rester sur des loyers qui restent malgré tout pas loin d'être à la moitié de ce qu'est un Paris-Centre. Et de venir échanger avec nos partenaires, villes, aménageurs, en proposant aussi des prix de foncier qui sont des prix de foncier de marché et qui sont des prix de foncier, voilà, entre 800 et 1 000 €. Voilà, on voulait mettre ces bases-là un peu sur la table parce que c'est les conditions. C'est les conditions de la reproduction de tout ça. C'est les conditions pour proposer un petit morceau d'une petite alternative de logement qui ait l'ambition de pousser cette question-là, cette question des communs, cette question du vivre ensemble un peu plus loin. Et que surtout c'est très compatible avec le développement des projets de logement social, de travailler avec des promoteurs ou de travailler avec des conditions au Chili, des conditions spécifiques au Chili, à l'Uruguay ou dans le contexte français. Voilà. Merci.